Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai éclaté et pleuré et exprimé toute la souffrance que je retenais en moi depuis des mois et des mois et des mois, comme une sorte de cocotte minute. Vous savez, quand elle bouillonne, je bouillonnais depuis des mois et une fois que la cocotte minute éclate, et ben ça fait du bien. Donc là, je me sens bien avant le procès. Le jugement, nous sommes les dates. Excusez-moi. Le jeudi 9 février 2023 et le jugement est pour le 25 février 2023. Attendez, j'ai marqué où? Voilà, le jugement est pour le 15 février 2023. C'est public pour ceux qui veulent me rejoindre. À 13h30, je redis, c'est la 10e chambre, section 1. Alors, cette vidéo n'est pas sur le procès, ni sur le jugement. Comme vous avez vu sur le titre, c'est que je me suis rendu compte que j'ai toujours dit que Victor a essayé de me tuer, mais j'ai pas décrit comment, ni pourquoi, ni de quelle manière. Euh, et surtout que il est tellement malin que c'est vrai que la façon dont il tue, et ça s'appelle de la violence psychologique qui mène au suicide, les gens qui font ça, que ce soit Victor ou autre, hein, je ne parle pas que de Victor, je veux témoigner, pas que pour moi égoïstement, pour toutes les femmes qui vivent ça en ce moment ou qui ont vécu ça avant. Je dis que le meurtre, parce que c'est des meurtres, l'incitation au suicide régulière est un meurtre, même des scientifiques bac+15 de psychiatres me l'ont dit, puisque scientifiquement le résultat est le même, la mort de la victime par suicide dans l'hôpital. Comme j'ai failli mourir, je le rappelle, à plusieurs reprises, à quelques minutes de la mort à l'hôpital Bichat. Donc c'est des vraies tentatives de meurtre. Mais ces gens-là, des meurtriers comme Victor, sont d'une intelligence. D'ailleurs, ils m'ont dit, bizarrement, Victor, je l'ai jamais dit, dans son profil psychiatrique, il est dit qu'il est d'une intelligence, et ça ne m'étonne pas. Après tout ce qu'il m'a fait et qu'il m'a berné, il est d'une intelligence, comment on dit, plus haute que la moyenne. Exactement comme ce que je vois, bien sûr, Victor Abid n'est pas un serial killer, mais quand je vois, vous savez, les reportages sur les serial killers, quand il y a souvent, à chaque fois, les expertises psychiatriques des serial killers, je les écoute attentivement pour savoir, parce que j'adore les enquêtes, je vous ai déjà dit, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce serial killer. Et dans 90% des cas des serial killers, c'est à peu près le même profil. Bien sûr, ils ont eu quelques traumatismes dans leur enfance, mais pas autant que moi. Donc moi, normalement, j'aurais dû être une serial killeuse. Mais bizarrement, je suis pas devenue une serial killeuse parce que eux, leur traumatisme, je veux pas les minimiser, mais excusez-moi, quand ça me fait un peu rigoler, hein. Les traumatismes des serial killers que je vois, c'est quoi? C'est le divorce de leurs parents. Je dis pas que c'est bien, hein, mais il s'est fait taper un peu des gifles par sa mère. J'appelle pas ça des traumatismes comparé à ce que j'ai déjà dit sur moi, c'est-à-dire 6 ans dans la rue, 10 ans, 10 viols, 10 tabassages, 3 jours de torture. Je veux dire, moi, j'ai largement plus de traumatisme que n'importe quel serial killer. Ne nous éloignons pas du sujet. Donc, les expertises psychiatriques des serial killers, pourtant, je regardais pas ça par rapport à Victor du tout. Mais c'est un hasard. Il a exactement le même profil, alors que Victor Abid n'est pas un serial killer, hein. Le même profil, c'est les mêmes mots que m'ont dit les psychiatres. C'est-à-dire, sentiment de surpuissance, comme j'ai dit, n'a peur de rien,
En plus, c'est normal puisqu'il est protégé, je ne sais pas pour quelle raison, par la justice et par la procureure, alors qu'il est connu pour être un criminel. Donc ça crée encore plus un sentiment de surpuissance. Puisqu'il a le droit de faire n'importe quel crime, il sera toujours protégé par la justice. Deuxièmement, une intelligence, Victor est plus intelligent que moi, une intelligence supérieure à la moyenne chez tous les serial killers. Troisièmement, du sadisme, comme Victor Abid, c'est-à-dire prendre plaisir à faire souffrir sa victime. Y a plein, j'ai me dit mais c'est pas possible. Donc, on est à 5 minutes. Je vais commencer le sujet vraiment de raconter mon témoignage avant ce jugement. Et je rappelle que j'ai pas dit pourquoi j'ai fait ces suicides judiciaires de textos criminels. Il y avait un but, bien sûr. C'était prémédité. Oui, je le dis. C'était de la fiction. Je veux dire, les textos violents, je les ai pris. Vous me croyez ou pas, je les ai pris, j'adore les thrillers, de mon thriller préféré. Alors, il y avait écrit un incendie dans le film, j'ai écrit incendie dans le texto. Il y avait écrit un mercenaire qui va poignarder les jambes de quelqu'un. Je l'ai écrit. C'était fait exprès. Vous allez dire, mais elle est bête. Mais non! Parce que je croyais, je savais pas que, à l'avance, que la justice défendait un criminel. Donc moi, je croyais que j'avais affaire à une vraie police et une vraie justice. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me sacrifier. Je me suis dit, des textos comme ça, qui sont pas des menaces de mort, valent quelques mois de prison. Alors j'étais prête à me sacrifier, à faire quelques mois de prison pour enfin que la police me prenne au sérieux. Je voulais attirer l'attention de la police en disant bonjour la police, je vous respecte, toutes les 3 phrases. Et je me suis dit, puisque la police, c'est les gardiens de la paix, c'est la vraie justice, je vais leur raconter, puisqu'ils vont me prendre au sérieux la vraie version. J'avais tout programmé, mais tout s'est cassé la gueule. Et en fait, et oui, et je me suis dit, moi, je vais prendre quelques mois, mais quand je vais raconter tout ce que Victor Abid m'a fait à la police, ils vont me défendre. La procureure va me défendre. Et Victor Abid ne va pas prendre quelques mois, il va prendre des années de prison pour tentative de meurtre par incitation au suicide. Mais tout s'est passé pas comme j'ai prévu, malheureusement. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des expériences de la vie. Et je redis que je n'avais pas le choix de faire ces textos. J'avais ouvert la fenêtre, je jure sur Dieu. J'avais ouvert la fenêtre et malgré toutes les tentatives de suicide que j'avais faites à cause de Victor Abid qui me les a forcés à faire, cette fois-ci je voulais pas faire une tentative, c'est-à-dire appeler les pompiers après. J'allais vraiment, je le jure sur Dieu, me jeter par la fenêtre. Mais je l'ai pas fait, j'ai hésité une seconde, j'ai dit, il faut que je trouve une alternative. Alors, j'ai trouvé cette alternative de suicide judiciaire. Je me suis dit, vaut mieux que je me suicide judiciairement que je me suicide par la fenêtre. Pas parce que j'avais peur de la mort. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la prison, j'ai peur de rien. Pour mon père, encore une fois, je me suis dit, mais il va être traumatisé par ma mort et mon frère aussi. Donc pour eux, j'ai décidé de garder la vie. Donc, je commence l'histoire avec Victor. Je l'ai connu il y a à peu près 3 ans. Il était adorable. Je veux décrire pour celles, c'est pas pour moi que je raconte, pour celles qui vivent la violence psychologique et qui l'ont vécue ou qui vont la vivre, pour mettre en garde contre, on appelle ça un prédateur. Parce que dès le départ, comme m'ont dit ces psychiatres, il choisit sa proie. Oui, c'est un prédateur, c'est comme dans la jungle. Il choisit sa proie. C'est quand même bizarre que son ex, dont il m'a parlé, qui a bizarrement fini dans le coma. Dommage, c'est de ma faute, je suis responsable aussi. J'ai pas fait attention à tous ces détails au début. Quand il m'a parlé bizarrement de son ex juste avant moi, qui était dans le coma, je lui dis pourquoi elle est dans le coma. Il m'a dit et j'étais surprise par son
sentiment de dégoût quand il en parlait. Je veux dire, une fille dans le coma, on a pitié d'elle. Il me dit, ah, elle est dans le coma parce qu'elle a fait une putain de tentative de suicide. J'ai dit, mais c'est triste. Alors que j'aurais pu être jalouse. Non, j'avais pitié d'elle. J'ai dit, viens, on va la voir tous les deux. On va la voir. Peut-être qu'elle va mourir. Il m'a dit, mais surtout pas, c'est une grosse conne. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, elle a osé me faire ça. Je lui dis, quoi, elle a osé te faire ça? Il me dit, elle a osé se mettre dans le coma, faire une tentative de suicide par amour pour moi. Et il a dit exactement, bizarrement, peut-être c'est un hasard, hein, je sais pas. Il a dit exactement la même phrase que m'a dit la procureure, ça m'a rendu folle. Quand la procureure m'a dit cette phrase, ça m'a rappelé la phrase que m'a dit 3 ans avant Victor Abid, mot pour mot. Il a dit pour une simple rupture sentimentale. Et quand j'étais dans le bureau de la procureure qui m'a même pas laissé parler, je rappelle, et qui a prétendu avoir la vérité absolue sur cette histoire alors qu'elle ne savait même pas ce qui s'était passé, elle a dit exactement, elle a pas dit une autre phrase, j'aurais compris si elle leur a dit c'est par amour. Non! Elle a dit mot pour mot, c'est pour une simple rupture sentimentale. Et j'ai dit c'est pas possible, ils se connaissent ou pas? Et là j'ai cru que j'étais parano. Je suis carrément allée consulter en urgence. J'ai cru que j'avais eu une hallucination. Je suis allée consulter un grand psychiatre renommé de l'hôpital Bichat. Je lui ai dit, je crois que je suis folle. J'ai entendu la même phrase prononcée de la procureure par Victor. Et est-ce que c'est une hallucination? Et je comprends pas. Elle prétend être Dieu elle-même pour savoir ce qu'il s'est passé et elle défend un criminel. Est-ce que je suis folle? J'ai douté carrément de ma raison. Je croyais que j'étais folle. Ils m'ont rendu folle, la police et la justice. Et heureusement, ce psychiatre, je l'oublierai jamais. Il m'a dit, mais madame, je ne vais pas dire mon nom de famille, mais madame Aini, mais vous êtes tous sauf folle. Vous êtes très, très lucide. Il a consulté, bien sûr, il me connaissait pas, tout mon dossier psychiatrique avec tous mes traumatismes, tout mon historique de ma vie. Et il m'a dit, vous savez, dans le pourcentage, dans les statistiques, vous faites partie des, je le redis, je le jure, il m'a dit, vous faites partie des 5% des gens qui sont survivants par rapport à ce que vous avez vécu. Vous auriez dû mourir il y a longtemps, Madame Aini. Donc bravo pour votre courage et je trouve aussi comme vous que cette affaire judiciaire est très très originale et bizarre. C'est tout ce qu'il a dit. Donc on va pas parler de la justice. J'ai connu Victor Abid, donc j'ai pas fait attention à son mépris de son ex qui était dans le coma. Et je me suis dit, peut-être qu'elle lui a fait du mal. J'ai trouvé des excuses. Je me suis dit, j'ai pas voulu rentrer entre eux. Mais quand même, il m'avait choquée parce que non seulement elle était dans le coma, mais il était en colère contre elle. Il m'a dit, non seulement je vais pas lui rendre visite, mais je vais la bloquer. Je lui ai dit, à ce point? Il m'a dit oui. Parce que je méprise. Il m'a dit, je méprise les filles qui font des tentatives de suicide bêtement, juste par amour. Voilà. Après, ça a été le bonheur. Il était gentil. Je voulais dire le caractère comment il était avant. Il était gentil, avec de l'humour. C'est pas pour rien que je suis tombée amoureuse de lui. Plus que les autres, plus que mes ex. Il était timide aussi. Il parlait pas beaucoup. Et ça, c'était bizarre aussi. Mais j'ai pas fait attention. Il ne disait rien sur sa vie. Mais par contre, il me faisait des sortes d'interrogatoires. Enfin, déguisés. Il me posait plein de questions. Il fallait absolument... Et après, quand je me trouvais ça bizarre, ça fait... Attention les filles, ça fait aussi partie des prédateurs. Pourquoi? Je vais expliquer. Il vous pose des questions au début. C'est pour savoir si surtout vous avez de la famille sur Paris ou proche de vous. Parce qu'ils savent à l'avance, parce que tout est prémédité, qu'ils vont aller très loin dans le drame avec vous. Et ils ont peur, si jamais vous avez des frères là, si j'avais eu des frères à côté ou des cousins, ils m'auraient jamais fait ça. Parce qu'il sait qu'après les frères vont s'attaquer à lui, vont lui casser la gueule.
Donc il me disait, il arrêtait pas de parler de ma famille. Où elle est? Ton père, où il est? Il est très loin. Ton frère, il est en Amérique. Ta mère, elle est en Algérie. Oh, t'es toute seule à Paris. Oui. Et il a commencé, et j'ai commencé à lui dire, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Et toi, tu dis, je trouvais ça injuste. Je lui disais, toi, tu me dis rien sur toi. Il me dit, non, mais toujours, il est très intelligent et très manipulateur. Il me disait, mais moi, je suis timide, c'est pour ça, j'aimerais bien te raconter ma vie. Tout ce que je peux te dire, c'est que je fais de la boxe, je fais du foot, et que j'habite seule avec ma mère. À un quart d'heure d'ici. Je lui dis, c'est où que tu habites? Puisque tu sais où j'habite, je pourrais savoir où tu habites. Il me dit, ah non! Je lui dis, mais pourquoi t'as quelque chose à cacher? Il me dit, non, c'est que tu sais, ma mère, elle est ancienne tradition, et si elle voit une fille avec moi, elle va m'engueuler. D'accord, j'ai tout accepté, tout ce qu'il disait. J'ai trouvé ça rien de anormal. Et il a commencé à me questionner sur mon passé, pour savoir si j'avais vécu des choses traumatisantes ou pas. Ça fait partie aussi de leur technique, pour savoir si la personne est fragile psychologiquement par tout ce qu'elle a vécu avant, ou si c'est une fille de caractère qui a jamais rien vécu de grave et qui va l'envoyer bouler à la moindre insulte qu'il va lui faire. Donc moi, je lui dis, pourquoi tu me... Voilà. Et il m'a dit, parce que je m'intéresse à toi. Bien sûr, ça a marché. Je t'aime bien tellement, je t'apprécie tellement, t'es mon ami, que j'ai envie de m'intéresser à toi. Donc c'est normal que je te pose toute cette question. Et ça a marché. Donc, il m'a tiré les verres du nez. Et moi, ça me faisait du bien de raconter, vous savez, quand on a souffert, de raconter son passé. Donc, blablabla, blablabla, blablabla. Je lui ai raconté les viols, la rue, tout. Il connaît tout sur moi, sur mes traumatismes. Donc, et il savait aussi que j'étais bipolaire, il savait tout. Donc, il savait en gros que j'avais pas de famille. J'étais la proie parfaite. Comme vous pouvez être une proie parfaite. Sans famille, bipolaire, donc fragile, avec un traitement. Mais il avait sous-estimé, je dis toujours, la folie de la force de la folie. Il avait sous-estimé ça. Parce que c'est ça qui l'a fait barrer à la fin, le 26 décembre 2021. C'est qui m'a fait perdre la raison. Je vous le raconterai après. Il a eu très peur de moi. Donc, je suis à 17 minutes. Je fais vite parce qu'il faut que je raconte l'essentiel. Donc, au début, c'était le nuage rose, bien sûr, parce qu'il sait très bien, un prédateur ne va pas venir méchant dès le départ, parce qu'il sait très bien que je vais fuir et je vais lui dire ne reviens plus. Donc il me montrait juste tous les bons côtés de lui. Bien sûr, sexuellement, excusez-moi, je rentre pas dans les détails, ça se passait super bien, c'était l'éclate totale. Donc il y a ça qui jouait aussi. Je le trouvais très beau aussi, il me plaisait beaucoup. Et il y avait pas que sa beauté, il y avait sa mentalité. Oh! Et il m'a dit qu'il était schizophrène. Je le savais déjà, je vais pas te dire pourquoi. Et j'ai jamais voulu le juger. Ça m'a jamais fait peur. Parce que j'ai dit, faut être juste. Je suis bipolaire. Il est schizophrène. Pourquoi je le jugerais? Comme lui, il me juge pas d'être bipolaire, j'ai pas le droit. Voilà. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il prenait pas son traitement. Je l'ai découvert après. J'ai des preuves, c'est pas la peine que je rentre dans les détails. Il ne prenait pas son traitement, même le CMP m'a dit on s'en doute fort qu'il ne prend pas son traitement, mais tant qu'on n'a pas la preuve, malheureusement, on peut pas lui faire subir la piqûre obligatoire. Parce qu'on n'a pas la preuve qu'il prend pas son traitement, mais on s'en doute vu son comportement dangereux. Voilà! Donc, j'avais un schizophrène qui ne prenait pas son traitement chez moi. Et en plus! Vous savez que j'ai fait partie des narcotiques anonymes, vu que j'ai été dépendante de, vous savez quoi, en 2015. Donc je sais tout sur les drogues. J'ai eu des cours par des grands scientifiques, bac plus 15. Et ils m'ont dit que le shit, effectivement, sur des personnes normales qui sont pas malades, bon, ça fait quelques dégâts, mais c'est pas dramatique. Mais c'est écrit même dans des livres, le shit chez les schizophrènes, c'est très dangereux. Je sais pas, je suis pas scientifique, je peux pas vous décrire
ce que ça fait dans leur cerveau. Ça leur modifie complètement leur comportement. Vaut mieux boire de l'alcool, en fait. Pire que s'ils ont bu, pire que s'ils sont bourrés. Le shit les rend mauvais, encore plus. Donc, je continue. Il a commencé à fumer. Au début, il fumait juste, et moi, ça me donne la nausée, l'odeur du shit. Donc, je le faisais fumer à la fenêtre. J'étais tolérante, je l'aimais tellement que je me suis dit bon, c'est pas de la cocaïne, c'est du shit, c'est bon. Mais je lui dis, je faisais mal à la morale quand même, j'ai essayé de l'aider, il entendait rien. Je lui disais, tu sais, c'est dangereux pour les schizophrènes le shit. Il me disait oui, je m'en fous. Bon, je lui dis, je peux pas le forcer. Quelqu'un qui veut pas de l'aide, je peux pas le prendre par les cheveux et le mener au narcotique anonyme. Il a jamais voulu m'écouter. Donc, il a commencé à fumer plus que un. Au début, c'était un, après deux, et des grands sites comme ça, avec plein de grosses boulettes. 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai dit, je l'ai pas reconnu. Je commençais et j'ai vu la preuve visuelle, ce que j'avais appris théoriquement que ça changeait son comportement. Ça a commencé, je vais faire vite, on est à 21 minutes, par des silences. Mais des silences qui faisaient peur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, un silence, ça fait pas peur. Je sentais dans ce silence que c'était pas un silence paisible. Parce que son regard a changé. Son visage a changé. Il avait un visage en même temps triste. Oui, il y avait de la tristesse. Il regardait par terre. Il écoutait sa musique. Et il a commencé à m'ignorer, à venir chez moi et à m'ignorer pendant 5 cœur. Alors, je faisais tout pour le distraire. Je me suis dit, bon, je vais me servir comme les femmes savent le faire, de la séduction. Je me suis mise avec des tenues, je dirais pas comment, hyper sexuelles. Exprès pour qu'il me parle, c'était pas pour faire l'amour avec lui. Je me suis dit, je vais l'exciter, comme ça ça va sortir de son délire là. Ça marchait pas. Il me dit, laisse-moi tranquille. Alors que j'étais habillée hyper sexy, limite stripteaseuse. Il me disait, non, laisse-moi tranquille. J'ai dit, Victor, s'il te plaît, tu es venu chez moi? Si c'est pas pour me parler, je lui parle gentiment. Je lui dis, pendant 5 heures, c'est toute une soirée, 5 heures. Alors qu'on ne vient pas. Parce que là, je me sentais, et ça faisait partie de l'humiliation, et je ne savais pas. Ça fait partie de la violence psychologique. Il me laissait, et il me regardait méchamment. Alors que je lui avais rien fait, il n'y avait pas eu de dispute. Et je savais plus quoi faire. Et c'est là que j'ai commencé à être soumise, c'est de ma faute, oui. J'ai accepté ça, je me suis dit ça fait partie de sa maladie, je trouvais des excuses. Les filles, faut jamais trouver des excuses. Non. Quand c'est insupportable, il faut quitter la personne. Je sais que c'est dur. Et que, malheureusement, c'est prouvé scientifiquement. Vous allez me dire, les gens vont me dire, pourquoi tu es resté avec quelqu'un comme ça, qui t'a poussé jusqu'au suicide pendant 2 ans. Je lui achetais même à manger, alors qu'il ne travaillait pas et qu'il m'a caché qu'il avait de l'argent. J'ai su après par une source, je ne peux pas dire, je veux la protéger, une fille qui sortait avec elle en même temps que moi. Je m'en fous, je lui permettais même de me tromper, j'étais tellement gentille qu'il m'a fait un chantage. Je veux dire, j'étais tellement soumise. Il m'a dit, si tu n'acceptes pas mon infidélité et que je me tape des putes et des maîtresses et tout ce que je veux tous les jours, je te quitte. Ne t'inquiète pas, Ini, je les aime pas, je suis pas amoureux d'elles, donc c'est juste du cul. Donc j'ai accepté. Je lui dis juste, ne m'en parle pas parce que ça va me faire pleurer. Ne viens pas en me disant, je l'ai sauté, machin. Donc il avait le droit de me tromper. Donc il avait une autre copine, en même temps que moi, pendant 2 ans. Mais cette copine-là, elle était humaine. Quand il a commencé à lui dire, en rigolant, je savais pas qu'il rigolait de ça. C'est elle qui m'a tout témoigné. Je dirais pas son nom par respect. Elle a commencé à me dire que, elle a commencé à beaucoup s'inquiéter pour moi. Alors que j'étais sa rivale et elle était un peu jalouse de moi quand même. Elle lui disait, ouais, il faut que tu choisisses entre elle et moi. J'en ai marre. Mais, quand il lui disait, elle est à l'hôpital, cette grosse connasse. Et il commençait à se disputer à cause de moi. J'ai jamais vu. Il y a des gens diaboliques, il y a des gens angéliques. Elle qui me connaissait même pas, elle a pris ma défense.
Et elle lui a dit, mais comment tu peux rigoler d'une fille qui est à l'hôpital, qui soi-disant a fait une tentative de suicide, comme d'habitude il dit, par amour pour moi, bien sûr il est pour rien. Et ils ont commencé à se disputer, elle a voulu me connaître. Elle a voulu me... Il s'attendait pas. Il est devenu fou de rage. Elle m'a invité chez elle. Je dirais pas où c'est. C'est juste à côté de chez moi. Et j'ai découvert plein de choses. Qu'il a été aussi proxénète pendant quelques mois, pas longtemps. Je dirais pas avec qui. Elle m'a présenté la fille. J'ai eu la preuve. La fille m'a tout raconté. Que c'est même pas un proxénète, Victor, qui voulait rendre pute une fille qui est d'accord. Bon ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, ils voulaient la forcer pour se faire du fric à devenir une pute. Elle a refusé. Ils sont venus avec sa bande, vous savez, avec qui il a violé la fille de 16 ans. Ils sont venus avec sa bande la terroriser en mettant des coups d'effraction dans la porte. Elle m'a montré les traces, je les ai vues. Elle m'a montré les traces des coups qu'il avait fait, qui étaient toujours là, sur une porte en bois. Et comment ils voulaient la forcer, comme font exactement la mafia, les mauvaises mafias, parce qu'il y a plusieurs mafias. Il y a des bonnes mafias qui ont des valeurs, et il y a des mafias qui ont aucune valeur, comme celle des filles de l'Est, des mafias de l'Est, qui, c'est connu, ils leur mettent des piqûres d'héroïne pour qu'elles soient accros et qu'après elles deviennent des putes alors qu'elles veulent pas être putes. Et il a voulu lui mettre une piqûre d'héroïne. Elle a pas voulu. Et vous savez ce qu'elle a fait? Je la félicite! Elle avait quand même, malgré sa fragilité, un côté guerrière. Il a fallu en arriver là, avec Victor. Elle a pris un couteau de boucher devant tout le monde. Elle a dit, je vais vous assassiner! Si vous partez pas tout de suite. Mais malheureusement, ça les a pas dissuadés. Ils sont venus avec des flingues, parce qu'ils sont armés. Et ça l'a terrorisé là, c'était plus que le couteau, ils étaient armés. Donc elle a dû déménager. Pour vous dire comment il est. Et comment ce mec-là est protégé par la justice. Bravo à la corruption. Donc, on est à 27 minutes. Je raconte la fin. Donc, c'est pas la peine que je passe les détails sur comment je suis devenue soumise. Je suis devenue son légume, en fait. Je disais plus rien, je me sentais plus vivante. Il me laissait et après 5 heures où il me parlait pas, quand il avait envie de faire l'amour, comme si j'étais une pute gratuite. D'ailleurs, il m'a appelé la pute gratuite dans un texto qu'elle m'a fait lire, cette fille. Il a dit c'était une pute gratuite pour moi. Elle ne s'en rendait même pas compte tellement elle était débile. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas criminel ça. Et quand il avait envie de moi, au bout de 5 heures, là. Ça y est, il se levait et je lui disais non, j'ai pas envie, tu m'as tellement ignoré. Et bon, il m'a pas violée, c'est vrai. Mais il insistait, il disait ah non, il s'énervait. Du coup, j'acceptais. Je suis devenue soumise, ouais. Et ça fait partie, je sais pas moi, c'est toutes les filles. C'est un phénomène scientifiquement prouvé, psychologiquement, que quand on s'habitue à la maltraitance, à être maltraité, surtout si on a déjà vécu des traumatismes dans le passé et qu'on n'a pas de famille pour se protéger, on devient soumise et j'ai voulu le quitter, je vous jure, plusieurs fois, parce que j'étais dans un cauchemar où quand il revenait, c'était pas par amour, hein. Il y avait plus d'amour, je l'aimais plus. Et vous allez dire pourquoi elle restait avec lui alors qu'elle l'aimait plus? Parce que ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Voilà. On peut pas. On est dans un cauchemar et on a peur de lui. On est obligé de rester avec lui. Et je raconte juste la fin parce que là c'est trop long. Ce qui m'a sauvée, c'est encore une fois ma perte de raison. Vive la folie, j'ai toujours dit. Le 26 décembre 2021, le dernier soir où j'ai vu Victor Abid, il a voulu tester les limites. Parce que je pense qu'il voulait me faire le coup du proxénétisme. Il s'est dit, je vais voir si elle accepte, si elle accepte toutes les violences possibles, imaginables, verbales que je peux lui faire. C'était un test, j'en suis sûre, et très très intelligent. Il est allé très loin. J'aurais préféré, je vous jure, qu'ils me disent pute, salope, chienne. Non, c'était pire que ça. Il fallait surtout pas rigoler sur mes traumatismes. Il a commencé à dire genre,
Oui, tu ne peux pas avoir d'enfant. Que des choses cruelles. Tu ne peux pas avoir d'enfant. De toute manière, quand je vais te quitter, il rigolait comme un diable. Il m'a dit, quand je vais te quitter, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc tous les mecs avec qui tu vas sortir, que t'es tellement débile que tu vas croire qu'ils t'aiment, mais en fait, ils vont se servir de toi comme une pute gratuite que tu es. Et tu sais comment tu vas finir, Aini? Tu vas finir deux solutions. Ou dans un hôpital psychiatrique pourri, ou dans une maison de retraite dégueulasse, bouffée par tes chats parce que tu adores tes chats. Et à l'époque, j'avais un chat. Et bizarrement, vous savez ce que je mon chat, comment il ressent l'intelligence des chats? Je suis même allée interroger un scientifique sur l'intelligence des chats. Il avait 4 mois parce que ça m'a surpris que le chat a tout compris. Bien sûr, il n'a pas compris la conversation, mais il a compris la tension violente qu'il y avait et qu'il allait y avoir un drame. Parce que c'est plus Victor Habib parlait comme ça de mes traumatismes, plus il me regardait, il regardait Victor, le chat regardait, et je voyais le chat, Gribouille, il regardait Victor, il me regardait moi, et je lui disais arrête, pitié, et là il se rendait pas compte Victor parce qu'il savait pas, il m'avait toujours connue soumise, il savait pas que je pouvais perdre la raison comme en 2008 quand j'ai cassé la voiture et quand j'ai cassé tout le Monoprix, et encore là c'était que du matériel, c'était pas un être humain. Donc j'ai dit, j'avertis toujours. Je suis humaine. J'ai dit, attention, je suis en train de perdre la raison. Je commence à hurler. Et lui, il continue. Il a sous-estimé. Faut jamais sous-estimer son adversaire, j'ai déjà dit. Il commence à rigoler. Il allait plus loin. Il parlait des viols, de tout ce que j'avais raconté 2 ans avant. Il me disait, tu es responsable de tous tes traumatismes. Bien fait pour ta gueule. C'est toi qui l'as cherché. Et là, j'ai perdu la raison. Il m'avait jamais vu. Ça a été le déclic finalement qui m'a sauvée. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais revenu. C'est moi qui l'ai traumatisé cette fois-ci. Ouais. Je vais terminer sur ça. Quand je perds la raison, et d'ailleurs, je risque de perdre la raison au tribunal. Je vous le dis tout de suite. Ça dépend. Il y aura 2 solutions. Ou je vais tomber sur un juge ou une juge qui est juste et qui va essayer de me comprendre et de me croire et qui va pas me dire la sornette de la rupture sentimentale à la con et que Victor est innocent et qu'il ne m'a rien fait. Mais si jamais, c'est pas une menace! Je sais ce qui va se passer. Ça va se terminer avec les pompiers au tribunal. Si jamais au tribunal, je tombe sur un juge ou une juge comme la procureure qui va se prendre pour Dieu et qui va me dire mais non, c'était une rupture sentimentale, c'est innocent, vous avez jamais rien fait. Je vais tomber par terre, je vais tout casser, je vais demander même aux policiers de me menotter. Moi, je vais dire je vais aller en prison au lieu de subir cette humiliation, je préfère aller en prison tout de suite. Et je vais tomber par terre et je vais plus pouvoir respirer parce que je fais des attaques de panique. Ça va être un drame au jugement. Voilà. Et je termine pour Victor comment ça s'est terminé. Alors le chat commençait à être paniqué. Et ses poils s'hérissaient. Je l'avais jamais vu comme ça. Ses poils s'hérissaient pas contre moi, contre Victor, bizarrement. Vous vous rendez compte? Alors qu'il comprenait pas ce que Victor disait. Mais il entendait le son de sa voix et son rire diabolique. Et il me voyait moi en train de faire comme ça. Le chat a fait contre Victor. Et après, il m'a vu, et quand il a vu la couleur de mes yeux, parce que vous ne me connaissez pas quand je perds la raison, mon père m'a déjà dit, mon père est un scientifique, il dit pas n'importe quoi, la couleur de mes yeux change, ils sont noisettes, ils deviennent noirs, je sais pas pourquoi. Mes mains, je connais les signes, mes mains commencent à trembler très fort, mes dents claquent de rage. Tout, je deviens une furie. Et ça, Victor de Lava, il était dans son délire. Il a pas remarqué tous ces signes. Je parlais plus, j'ai pris de la vaisselle. J'avoue devant la police! Oui, il l'a mérité. J'avoue devant la police, j'ai pris une assiette très dure. Bah! Je lui ai cassé. Non, elle s'est pas cassée parce qu'elle était creuse, elle était pas plate. Justement, elle s'est pas cassée, ça m'a énervé. Donc, et il continuait, il me dit salope! J'ai dit ah bon? Et pourtant, j'avais pas peur de lui, c'est un boxeur professionnel. Et je me suis dit, j'ai eu un moment de lucidité, et je vais terminer. Je me suis dit, mais c'est génial, pourvu, je suis pas baso, mais j'ai dit pourvu, je vais le provoquer exprès pour qu'il me donne
des coups de poing avec des bleus pour que j'aille tout de suite à la police porter plainte contre lui. Parce que le problème, c'est que quand il me faisait suicider, il ne laissait pas de preuves, il n'y a pas d'arme de crime dans les incitations au suicide. Du coup, ces meurtriers-là ne sont jamais condamnés. C'est ça qui est malheureux. Alors là, j'ai dit, et je l'ai provoqué, j'ai dit, vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Et il est tellement intelligent, j'ai halluciné. Je vais terminer sur ça. Qu'il a deviné pourquoi je disais frappe-moi. Il m'a dit, et là, il s'est pas adressé qu'à moi. Et c'est là que j'ai vu qu'il déteste toutes les femmes du monde entier. Il a dit vous. J'ai dit mais à qui parle? Il a dit vous les femmes. Vous croyez que je suis assez con pour vous taper dessus et vous laisser des marques? Pour que vous alliez chialer comme vous savez tellement chialer à la police? Jamais. Je vais te laisser comme ça, espèce de salope. Et là, je l'ai fracassé encore plus la tête jusqu'à qu'il y ait du sang qui est coulé de sa tête. Et là, quand il a senti la douleur et qu'il a vu que j'avais plus peur de rien, bizarrement, non seulement il a fermé sa grosse gueule de merde, et son visage a changé. Et là, comme moi, j'ai pitié. Je suis pas une sans pitié comme lui. J'ai laissé tomber l'assiette parce que j'ai vu qu'il s'est calmé. Et je lui dis là, t'as compris maintenant? Je veux plus jamais te voir de ma vie. Et après, il mettait du temps à sortir, et je supportais pas, parce qu'il mettait ses lacets, et il mettait 1 heure à mettre ses lacets. Je lui ai dit, tu vas partir tout de suite, sans chaussures! J'avais perdu la raison. Je l'ai encore balancé, je raconte tout. Je fais mes aveux. Je l'ai balancé contre le radiateur, il s'est cassé le dos. Pas cassé le dos, mais il s'est fait très mal au dos. Il s'est pas défendu parce qu'il voulait pas que je porte plainte sur lui au commissariat. Il est très malin. Alors j'ai hurlé pour qu'il parte vite. J'ai hurlé de toutes mes forces, de toutes mes tripes, de toute la souffrance qu'il m'avait fait pendant 2 ans pour que tous les voisins m'entendent. Et tous les voisins m'ont entendu. Alors que j'habite au 4e étage, ils m'ont entendu du rez-de-chaussée. Tout le monde est sorti, il était 2 heures du matin. Ils ont cru qu'il y avait eu un crime. Et alors il est parti vite. Là il est parti vite, ouais. Parce que c'est un lâche. Il est parti vite et sans ses chaussures. Il a mis ses chaussures dehors comme ça. Il avait peur que les voisins viennent et qu'ils l'accusent de quelque chose. Donc il s'est enfui. Et les voisins m'ont dit ça va. J'ai dit non, ça va, c'est rien. Je voulais pas leur raconter, c'est trop compliqué. J'ai dit j'ai pété les plombs, ça va mieux. Je me suis servi de ma maladie. Je lui ai dit je suis bipolaire, c'est pour ça. Je suis désolée, excusez-moi d'avoir crié comme ça. Voilà. Donc en fait, pour les femmes qui vivent la conclusion, la violence psychologique qui est improuvable par la loi. Ouais, parce que vous n'aurez jamais la preuve qu'il a essayé de vous tuer par incitation au suicide. C'est impossible. Il va toujours vous dire, pas Victor, votre amant là, il va toujours vous dire à la police, j'ai rien fait, elle est suicidaire, elle a voulu se suicider. Alors votre seule chance, c'est où? C'est 90% impossible que vous puissiez vous le quitter, parce que scientifiquement c'est impossible, ou que vous ayez un déclic dans votre tête, que un ras-le-bol est la légitime défense, que vous lui fassiez peur.